Alors, mesdames et messieurs de la presse, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ces cadres de la télévision nationale, RTNC2, pour parler d'un sujet qui nous intéresse au plus haut point. Je pense que cette rencontre, c'est la première depuis que j'ai été, entre guillemets, renommé, donc je me suis succédé à moi-même. Je ferai la remise et reprise un peu, bon, ça c'est pour détendre un peu l'atmosphère, mais l'idée de la conversation d'aujourd'hui, c'est qu'on nous fasse le point. Vous avez suivi il y a quelques semaines que le gouvernement de la République démocratique du Congo avait engagé les cabinets d'avocats pour poursuivre notamment certains bénéficiaires de la contrebande de nos minerais par le Rwanda principalement. L'action a été orientée vers Apple. Vous avez suivi le retentissement médiatique qu'il y a eu autour. Et donc, par rapport à cela, parce que vous savez que dans cette stratégie de combat contre le Rwanda, nous avons 5 fronts, je voudrais le rappeler. On a les fronts militaires, on a le front diplomatique, on a les fronts économiques, le front judiciaire, et les fronts médiatiques. Mais cette action qu'on avait lancée grâce aux cabinets qui sont représentés ici, a à la fois couvert ce qui était plutôt judiciaire, économique et médiatique. Et donc, ils sont arrivés, William Bourdon de PLAF, que beaucoup de médias connaissent, est arrivé avec le cabinet donc, de William Bourdon, le cabinet de M. Robert Amsterdam, qui est représenté ici par Maître Peter, qui est avocat à New York et à Paris. Ici, à ma gauche, nous avons le prof Yvon Minganchan, qui coordonne, parce qu'il existe une task force internationale qui s'assure que tout ce que nous faisons, tout ce que nous récoltons, tous les livres blancs que nous produisons, toute la documentation que nous collectons servent devant les instances internationales, parce que nous pensons que là aussi, après la guerre, il faut que la réparation nous parvienne. Et donc, c'est un peu le sens. On a profité de leur visite ici. Ils ont rencontré, évidemment, les autorités compétentes. Nous aurons une réunion encore tout à l'heure avec la Première ministre. Mais l'idée, nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas les avoir ici et ne pas avoir une discussion avec vous autour de la démarche que nous avons initiée, autour de ce qu'ils font au nom de la République démocratique du Congo. Alors, professeur, je vais me tourner de votre côté. Je souhaiterais que vous puissiez dire quelques mots et pour introduire notamment nos 2 invités qui sont là, pour leurs mots introductifs, et on pourra spécialement prendre quelques questions des responsables et des médias qui sont ici aujourd'hui pour arriver à comprendre, à cerner les concours et les biens fondés de l'action que nous avons engagée, d'abord contre Apple. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour l'opportunité que vous m'accordez de m'adresser devant les représentants de la presse et des médias. Monsieur le ministre vous l'a dit, je suis Yvon Minganchan, professeur à la faculté des droits et coordonnateur de la Task Force Justice Internationale, instituée au niveau du gouvernement pour pouvoir conseiller, accompagner le gouvernement dans un ensemble de mesures et d'initiatives susceptibles d'être prises dans le cadre de la défense des intérêts de la République démocratique du Congo devant les instances et les juridictions internationales, notamment contre les Rwandais et contre d'autres personnes morales ou entités qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans la situation assez tragique que la République démocratique du Congo subit. À ce titre, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont déjà été initiées, dont des actions judiciaires intentées devant des juridictions internationales, notamment devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour obtenir condamnation du Rwanda du fait des violations, de graves atteintes aux droits internationaux, des droits de l'homme et droits internationaux humanitaires commis à l'est du territoire de la République, devant la Cour de justice des États de la communauté d'Afrique de l'Est, East African Community, pour violation du traité instituant cette communauté, notamment par sa présence militaire sur le territoire congolais. Un certain nombre de situations ont été renvoyées devant la Cour pénale internationale, mettant en cause des individus ou des entités qui sont à l'origine des crimes graves, des crimes internationaux qui sont perpétrés dans le cadre de la campagne militaire que les Rwandais, évidemment en complicité ou sous couvert
M23 est en train de mener sur le territoire du Congo avec des noms cités, dont notamment le président Paul Kagame, pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, un certain nombre de choses. Et parallèlement à cela, il s'est avéré que les fonds économiques, les pillages des ressources, l'exploitation ainsi que le commerce illicite des ressources naturelles du Congo en général, mais surtout de ce qu'on appelle des minerais stratégiques, constitue l'une des causes fondamentales de perpétuation du cycle de violence qui se déroule sur les territoires de l'Est de la République, sur les territoires de la République démocratique du Congo, entraînant donc toute la déstabilisation de notre pays. C'est ainsi que le chef de l'État avait donné mandat à des cabinets d'avocats pour pouvoir explorer la piste économique cette fois-ci, parce que les responsabilités du Rwanda et d'autres personnes impliquées dans cette guerre peuvent être engagées sur le plan pénal ou sur le plan de la responsabilité du point de vue du droit international général, mais sur le plan économique également. À ce titre, le cabinet Robert Amsterdam ainsi que le cabinet William Bourdon ont été mandatés pour pouvoir envisager la possibilité de mener une action beaucoup plus ciblée contre les entreprises ou les individus qui contribuent à l'exploitation et au trafic illicite de minerais stratégiques à l'est de la République démocratique du Congo. Ces deux cabinets travaillent de concert avec la coordination stratégique de la Task Force Justice internationale que nous représentons ici. Avant de terminer, je vais dire des choses. C'est que ces deux cabinets ont produit un rapport intitulé « Les minerais de sang » que vous avez tous eu connaissance au mois d'avril. Les retentissements médiatiques de ces rapports a traversé les frontières et a créé un électrochoc dans la prise de conscience. Ces rapports publiés appelaient un certain nombre d'actions beaucoup plus concrètes parce qu'il ne s'agissait pas de se limiter juste à des effets d'annonce ou à une rhétorique. Et nous avons travaillé à des concerts avec ces cabinets au point qu'un certain nombre d'initiatives ont été prises, dont notamment une mise en demeure de la multinationale Apple, ainsi que bien d'autres. Nous sommes là aujourd'hui pour discuter avec les autorités de la République, en particulier Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre et des ministres sectoriellement compétents pour des instructions et des initiatives beaucoup plus précises. Mais les membres du cabinet, les cabinets représentés ici, ont voulu entrer en contact avec les représentants des médias que vous êtes pour une double raison. D'abord, s'enquérir de la perception de cette initiative au niveau de l'opinion nationale et au niveau essentiellement de ceux qui font le relais médiatique de cette initiative, mais également se mettre à votre disposition pour pouvoir vous fournir un certain nombre d'informations indispensables à la compréhension de l'initiative en cours. Je présente Maître Peter Salam, et avocat Salas plutôt, et avocat au barreau de New York et de Paris. Il travaille au sein du cabinet Robert Amsterdam, basé à Londres, à Washington depuis plus de 20 ans. Et Maître William Bourdon, qu'on ne présente plus, en particulier pour vous qui êtes des médias. Je vais leur passer la parole avec l'autorisation de Monsieur le ministre pour qu'il puisse se mettre à votre disposition. Je vous en remercie. Voilà, on va commencer par Maître Peter, à ma droite. Et donc, la présentation a été faite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire de l'action qui a commencé et nous faire plus ou moins le point depuis la mise en demeure? Il faut dire qui a surpris plus d'un. Alors, merci, Monsieur le ministre. Merci, professeur. Nous sommes très heureux d'être ici à Kinshasa aujourd'hui. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes questions quand nous pouvons répondre. Bien évidemment, nous ne voulons pas détailler une feuille de route à nos adversaires à la télé en direct, mais en tant que co-auteur du rapport mentionné par le professeur Minga Chang, le rapport qui s'intitule « Minerais de sang », Blood Minerals, publié le 25 avril. Nous avons en parallèle lancé une mise en demeure à Apple en France et aux États-Unis, à la maison mère en Californie et aux filiales en France. Pour moi,
je dois dire que c'est un grand honneur de travailler en tant qu'avocat de la République démocratique du Congo et d'être impliqué dans ce dossier. Parce que ce qui se passe dans votre pays, dans l'Est du pays, est inacceptable. Il faut agir, il faut trouver des vecteurs d'influence et nous croyons qu'avec cette action, nous allons pouvoir montrer à la fois aux utilisateurs, aux acheteurs de téléphones qui se vendent aux États-Unis et en Europe pour 1 000 $ la pièce ou 1 000 € la pièce, qu'il y a du sang dans le téléphone. Vous êtes complice quand vous achetez un téléphone, il faut ouvrir vos yeux. Tout le monde sait ce qui se passe dans l'Est du pays, mais personne n'en parle à l'Occident. Mais non, il faut changer ça. En Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie, dans le monde entier, tout le monde doit savoir ce qui se passe dans la chaîne d'approvisionnement du téléphone qu'ils ont dans leur poche, qui est tellement important pour nous, pour la transition écologique, technologique que nous vivons. Et il faut que ce pays fasse valoir ses droits. Il faut changer la situation dans l'Est. La compagnie Apple est un grand acteur sur le plan international. Il a un pouvoir qui s'approche au pouvoir de certains États. Et nous croyons, et nous comptons sur Apple, nous croyons qu'ils peuvent agir. S'ils n'agissent pas, il y aura des conséquences judiciaires. Et nous allons mener cette campagne jusqu'au bout. Nous n'allons pas lâcher. J'ai le plaisir d'être accompagné dans cette démarche par mon confrère William Bourdon, que je connais depuis de nombreuses années à Paris, et je passe à William la parole. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre, merci, Professeur. C'est une très, très grande responsabilité qui pèse sur nos épaules, de rendre responsables les grands acteurs privés, pas simplement Apple, parce qu'on ne va pas se limiter à Apple, qui commercialisent à notre meilleur profit, au profit de tous les consommateurs, des produits au prix du sang coulé, et du sang qui continue à couler chaque jour, et au-delà, au prix de la commission des crimes les plus effroyables et les plus réprouvés par la communauté internationale. Et cette responsabilité, elle est proportionnelle à l'espérance et à la volonté, ici, des responsables de la RDC, mais au-delà de l'opinion publique, mais au-delà aussi des frontières de la RDC, de rendre responsables ceux qui, de façon obstinée, veulent persévérer dans une culture d'impunité. Alors évidemment, comme le disait Peter, on ne va pas vous livrer notre feuille de route. On a écrit un courrier à Apple France, aux 2 filiales d'Apple US en France, qui a eu déjà un certain retentissement. Ça a suscité beaucoup d'attentes, beaucoup de commentaires. On est dans une époque où, on ne s'en souvient pas, mais il y a 20 ans, la question de la responsabilité éthique des entreprises était un rêve fumeux. Personne n'y pensait. Et aujourd'hui, c'est sur la table de toutes les discussions intergouvernementales, multilatérales, et évidemment, Apple est un grand champion dans la communication éthique et affirme sans cesse son adoration pour le développement durable et les droits humains. Un gouffre, donc, entre cette rhétorique, cette propagande, et puis la réalité. Alors, on peut dire ici qu'on a reçu une réponse d'Apple qui n'a aucune espèce d'intérêt, qui est la réponse la plus conventionnelle et la plus laconique qui soit. Ils ont dû appuyer sur un bouton sur l'ordinateur, qui n'est même pas sur papier en tête, qui n'a pas été adressé par un avocat, et que nous considérons comme une forme de mépris, de cynisme, ou en tous les cas de déni des risques judiciaires qui maintenant pèsent sur cette compagnie. Car évidemment que nous sommes en train de réfléchir à différentes options judiciaires. Évidemment que ce qui fera la crédibilité de cette action, c'est de l'élargir à d'autres compagnies, pas simplement Apple, pas simplement américaine, et d'agir pas simplement en France, mais le cas échéant
auprès d'autres juridictions. Alors vous le disiez, monsieur le ministre, ils ont été un peu surpris, et on va réserver notre effet de surprise. C'est la condition de notre efficacité. Et nous avons un devoir d'inventivité et d'imagination juridique. Voilà ce qu'on peut dire en l'état. Juste, je termine pour dire que la task force que vous avez évoquée ici, on a rencontré une autre, la nôtre. Et je veux saluer devant vous la qualité du travail que nous avons effectué avec la task force de RDC, sous la houlette monsieur le professeur. Tout ça est d'excellent augure, et nous sommes déterminés à agir avec le maximum d'efficacité, à la hauteur de ce qu'on a ressenti hier soir quand on l'a rencontré, c'est-à-dire la détermination du président de la République. Voilà. Voilà, maître, merci pour vos mots. Alors, on va vous passer la parole pour quelques questions. Nous voulons avoir un exercice rapide. Alors, s'il y en a qui veulent poser des questions d'éclaircissement sur la démarche, le cabinet est prêt à y répondre. On va commencer par Monsieur Sekana. Nous souhaitons que vous puissiez être précis et court pour nous permettre d'économiser les temps, s'il vous plaît. Merci, Jérôme Sekana de l'agence Galaxy Media. Mieux vaut tard que jamais. Nous tenons à féliciter notre gouvernement pour avoir pensé à frapper les multinationales au portefeuille, parce que s'il y a quelque chose dont les multinationales ont peur, c'est surtout les multinationales qui sont cotées en bourse, comme Apple. Mais je voudrais d'abord signaler qu'il n'y a pas que Apple. Ils sont nombreux. Je ne sais pas, peut-être vous focalisez l'attention sur Apple, ils sont nombreux, en tout cas à peu près 5-6. Mais nous sommes prêts à aider le cabinet à retracer le trafic illicite à partir de notre territoire. En d'autres termes, nous pouvons apporter des éléments de preuve au cabinet pour permettre à notre pays de pouvoir bien revendiquer nos droits de l'autre côté. Par exemple, au moment où nous parlons, les M23 a renforcé autour de Roubaïa les troupes. Et il n'y a pas que les M23. Il faut reconnaître que les Ougandais sont aussi dans le coup, parce que les multinationales qui font cette sale besogne se trouvent aussi bien en Ouganda qu'au Rwanda, et font tout pour que nos troupes ne puissent pas arriver là-bas pendant qu'eux sont en train de piller le plus rapidement possible afin de récupérer beaucoup de minerais. Pourquoi? Parce que Apple et bien d'autres avaient déjà signé des contrats. Les agendas sont presque pleins, mais ils n'arrivent pas à répondre à ça. Donc, c'est une très bonne chose. Nous sommes prêts à collaborer avec le cabinet. Nous allons vous donner des éléments, des preuves, pour que vous puissiez inclure ça dans les dossiers. Merci. Allez-y, vous voulez réagir? Alors, merci pour votre intervention. Elle est très importante. Ce qui vient d'être dit est très important. L'expérience que j'ai d'un certain nombre de batailles internationales que j'ai menées en Afrique ou ailleurs, c'est qu'une fois que le prologue est écrit, une fois que le tocsin sonne au-dessus de la tête ou dans les oreilles de ces entreprises, la parole se libère. On ne veut pas être des marchands de rêve. Rajouter la désillusion à la désillusion. On a un devoir d'efficacité. Donc j'ai aucune difficulté à dire ici publiquement que tous les citoyens de ce pays, au-delà, qui peuvent contribuer à la manifestation de la vérité et nous aider à raccrocher des pièces du puzzle à d'autres pièces et à consolider notre argumentaire, et qui sont susceptibles de partager avec nous des informations, des documents, des pièces, anonymement ou pas, parce que dans certains cas, l'anonymat devra être exigé pour des raisons de sécurité, ce qu'on comprend très bien. On a l'habitude, même s'il faut qu'on exerce un vrai devoir de vigilance, en tous les cas, tous ceux et celles qui souhaitent contribuer à la manifestation de la vérité ici et ailleurs sont absolument bienvenus pour nous aider à porter à un moment donné les stockades finales à Apple et aux autres.
Voilà, donc il y a la précision, Jérôme, c'est que ce n'est pas que Apple qui est concerné. Et donc, il y a une première action qui a commencé, mais il y a d'autres qui suivront et qui vont toucher à d'autres acteurs. On va prendre Marcel Ngoy et puis on viendra à Jean-Marie Kassamba. Marcel Ngoy, Journal de la Prospérité. La déstabilisation de la RDC a comme acteur principal Paul Kagame. Est-ce que cette task force élargie au cabinet qui a été recruté envisage-t-elle des actions concrètes contre la cible principale, Paul Kagame? Alors, je vais passer la parole plutôt au professeur Mingachang. Merci beaucoup pour la question. Je vais le dire de manière très très simple et claire que oui, il y a des actions qui sont envisagées contre M. Kagame en tant qu'individu, mais également en tant que chef de l'État pour sa responsabilité dans le cadre des violations graves des droits internationaux humanitaires et des droits internationaux des droits de l'homme qui sont perpétrés sur le territoire de la République démocratique du Congo, en particulier sur la partie Est. Merci. Voilà, il n'y a pas de réponse plus précise. Monsieur Jean-Marie Kassamba, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Jean-Marie Kassamba, le directeur général Télé 50, le président de l'UNPC pour la ville de Kinshasa. Je pose cette question aux deux avocats qui représentent des cabinets célèbres, qui est plutôt au niveau de la géostratégie, la géopolitique mondiale. On sait que la plupart des multinationales sont soutenues par leurs gouvernements respectifs dans la conquête des marchés, parce que ces minerais stratégiques contribuent à l'économie de ces puissances. Quelle est votre marge de manœuvre pour que ces gouvernements qui sont en lutte aujourd'hui pour le positionnement de l'ère multinationale dans notre zone, pour que ces gouvernements laissent condamner ces entreprises, d'une part. Et puis d'autre part, nous savons également que la justice internationale obéit à ces groupes de pression, pour ne pas dire à ces gouvernements, à ces pays notamment. Quelle est votre marge de manœuvre? Ça, c'est ma question. Deuxièmement, et je vais terminer, est-ce que la presse internationale vous suivra pour la médiatisation d'une cause africaine, congolaise comme la nôtre, lorsqu'on sait également que beaucoup de multinationales contrôlent ces médias internationaux? Merci. Voilà, allez-y, Maître Peter. Alors, pour la première question, je peux vous dire perspective États-Unis d'abord, et Maître Bourdon parlera de la France. Heureusement, il y a une différence entre le département de commerce et le département de la justice aux États-Unis. Et nous avons des lois qui se sont développées dans les dernières décennies, et notamment dans les dernières 10 années. Si vous regardez la loi Dodd-Frank, par exemple, qui oblige une transparence à cause de la pression qui existe dans les populations concernées aux États-Unis, une transparence concernant le genre de questions qui s'appliquent à ce dossier. Et c'est ce qui oblige Apple à publier chaque année un rapport qu'ils doivent rendre à la SEC, l'autorité des marchés aux États-Unis, Securities and Exchange Commission, qui s'appelle The Conflict Minerals Report. Et nous, en décortiquant les rapports de Apple et en regardant les faits que nous avons pu récolter sur le terrain, nous voyons qu'il y a un écart entre la réalité et ce qui est dans le rapport. Nous croyons, nous croyons qu'il y a une marge de manœuvre importante aux États-Unis. On pourra poursuivre Apple aux États-Unis, il n'y a pas de doute, et nous croyons qu'il n'y aura pas d'interférence du département de commerce, même s'ils ne sont pas contents de ce que nous faisons. Côté médias, pour la deuxième question, moi je me concentre sur mon travail. Nous travaillons très fort avec Maître Bourdon et avec nos équipes sur les deux continents, et j'ai un espoir que les médias vont suivre notre travail, mais je crois que ça sera
dépendant de la qualité du travail effectué. Donc c'est entre vos mains et entre les mains des médias internationaux. Mais pour l'instant, nous avons eu un grand écho le 25 avril avec la publication de notre rapport et avec le fait que nous avons rendu public la mise en demeure adressée à Apple. Et nous avons l'espoir que ça va continuer à l'avenir. Il y aura d'autres moments de points forts de communication qui vont suivre. Voilà, Maître Bourdon. Oui, juste deux mots. Vous avez raison. Les États, vis-à-vis de leurs champions industriels, sont ambivalents parce qu'à la fois ils les choient, ils les caressent, ils les supportent, ils les soutiennent face aux rivaux de leur pays, avec lesquels par ailleurs ils entretiennent ou ils proclament de grandes déclarations d'amour. Mais en même temps, ils les contraignent de plus en plus. Les États contraignent de plus en plus les entreprises à respecter des normes environnementales, de lutte contre la corruption. Ça s'appelle la responsabilité sociale et environnementale. Donc c'est les deux. Nous, on ne va pas s'adresser au juge international. En tous les cas, ce n'est pas à l'agenda immédiatement. Et puis, si on le faisait, vous l'apprendriez un jour ou l'autre. Mais encore une fois, ça serait absolument contre-productif ici de faire le moindre effet d'annonce. Nous avons cette chance, ce privilège, de pouvoir nous adresser aux juges américains, aux juges français, qui sont, même si rien n'est idéal, et tout doit se consolider, qui sont indépendants. Donc, il n'y a aucune raison d'imaginer qu'il y ait des obstructions politiques qui soient faites à des enquêtes ou des procédures qui seraient initiées de part et d'autre des deux rives de l'Atlantique. Et si notre dossier est solide et on fait tout ce qu'il faut pour qu'il soit le plus solide possible, eh bien, ces procédures, elles progresseront. Et encore une fois, notre objectif, c'est de façon tout à fait responsable, c'est à un moment donné d'avoir des résultats concrets et de faire en sorte que ces entreprises renoncent à la culture d'impunité dans laquelle elles barbotent et dans laquelle elles noient les pays respectifs dans lesquels elles sont implantées. C'est ça l'objectif. C'est un plafond de verre pour les ONG depuis 20 ou 30 ans, la judiciarisation des groupes miniers en amont et en aval, la judiciarisation des entreprises qui profitent de ces produits du sang. La grande différence, avec l'émotion collective que le scandale des Blood Diamonds avait suscité, souvenez-vous, au moment de la guerre du Libéria, c'est que, à part une poignée de milliardaires, qu'est-ce qui achète des diamants de façon régulière? Pas grand monde, évidemment. Par contre, à notre insu et malgré nous, on est les consommateurs de produits qui sont des produits du sang. Donc c'est la dimension universelle de la cause que nous portons qui peut lui donner une dynamique exceptionnelle. Voilà. On va prendre les deux dernières questions. On commence, Madame. Bon, il y en a encore. Tout le monde aura le droit de parler alors. Merci, je suis Marthe Boussoin-Dolé pour l'agence France Presse. Maître, vous avez parlé de la réaction de l'entreprise Apple et vous avez dit qu'il y a une forme de mépris et du cynisme dans leur réponse. Et c'est quoi concrètement le contenu de cette réponse? Et maintenant, après la mise en demeure, c'est quoi la prochaine étape? Merci. Alors la réponse qu'on a eue est une réponse qui est juste une espèce de paraphrase un peu pathétique même de la communication qu'il y avait eu en amont, puisque lorsque les médias ont relayé la lettre que nous avons adressée, il y a eu une communication de la part d'Apple. Ben, c'est à peu près la même chose de ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire on a des engagements éthiques, on fait le mieux possible, on ne pouvait pas faire plus et mieux, on est très sensible et très conscient de la gravité de la situation sur place. C'est ce blabla, c'est cette rhétorique qui nous ont resservi, ce qui est même pas dans un courrier papier en tête, c'est une espèce de mail qui doit, à mon avis, être une espèce de duplication d'un mail extrêmement conventionnel et qui n'apporte strictement rien au débat. C'est pour ça que nous parlons de mépris et de cynisme, et je rajouterais d'arrogance.
Oui, une réponse qui n'a même pas de salutation, en fait. Même pas de salutation. Donc, ça commence comme ça. Alors, et ça termine comme ça. Nous invitons à lire notre rapport. Voilà. Sur les options judiciaires, pardon, chère madame, évidemment, je ne vais pas trahir ce que je viens de dire. Donc, il n'y aura pas d'effet d'annonce. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous mijotons avec beaucoup, beaucoup de fièvre et beaucoup de détermination une initiative qu'on aura l'occasion d'annoncer à court terme, en tous les cas, pas à long terme, à court moyen terme. Voilà, on va prendre la question de Faustin. Merci. Faustin Kodiassara pour Econews. Je pose la question spécialement au professeur. Vous vous attaquez pratiquement au consommateur final, c'est-à-dire Apple et tous les autres. On sait que dans la chaîne de valeur, il y a ça part des gisements jusqu'à la destination finale. Et qu'est-ce que vous faites de tout ce qu'il y a comme intermédiaire? Vous les épargnez ou comment? Et puis aux avocats, je voulais avoir une précision. L'action judiciaire contre Apple est lancée au niveau de quelle juridiction exactement? Est-ce que c'est fait simultanément aux États-Unis ou en France? Si on peut avoir de précision sur ça. Merci. Merci. Professeur. Oui, merci beaucoup. Et il faut replacer les choses dans leur perspective. C'est que toutes ces actions sont initiées et elles seront éventuellement lancées avec une finalité bien précise. C'est-à-dire, si je peux parler en termes terre à terre, c'est couper l'herbe sous les pieds du Rwanda qui profite de ces relations, des partenariats avec ces multinationales qui exploitent illicitement ces ressources pour se positionner comme un champion en termes d'image, mais également avoir bénéficié d'un capital qui lui permet de poursuivre son entreprise criminelle sur les territoires de la République démocratique du Congo. Et donc la finalité, c'est tout simplement d'arriver à déstabiliser cette chaîne de relations entre le Rwanda et tous ces grands consommateurs. Maintenant, c'est un choix et ce choix doit être rationnel, doit être cohérent et même efficace. On ne va pas s'en prendre au monde entier parce que ça serait peut-être non bénéfique et ça serait peut-être réaliste, mais il faut arriver à taper là où ça fait mal et là où ça peut produire l'effet escompté. Et c'est ça l'essentiel de la mission de la Task Force de justice internationale. C'est également ça la finalité de toutes ces actions qui vont être entreprises. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit commentaire, Maître Peter, parce que les actions sont faites simultanément en Californie et à Paris, ou comment ça s'enchaîne? C'est France-États-Unis, dans cet ordre-là. Voilà. On va prendre la question de M. Patient-Ligodi. Merci beaucoup. D'abord au professeur, la question, est-ce qu'il y a une action aujourd'hui devant la Cour internationale de justice? Je me rappelle que l'ambassadrice belge à Goma avait notamment conseillé à la RDC de pouvoir initier de telles actions, notamment pour agression. Je parle notamment du Rwanda. Et deuxième question, c'est un rapport avec l'Ouganda. On sait par exemple qu'on a tous les rapports de ces experts de Nations Unies sur le transport de tout ce qui s'y est pris au Congo, notamment les cacao, qui passe par l'Ouganda. Est-ce qu'il y a une action particulière contre l'Ouganda, sachant également qu'on parle aujourd'hui de Bunagana, 2 ans depuis que Bunagana est entre les mains du M23 et la frontière de Bunagana est ouverte et contrôlée notamment des deux côtés par l'Ouganda et par le Rwanda également. La question c'est, est-ce que par rapport à toutes ces transactions-là, il y a une action contre l'Ouganda? Merci. Et puis pour les avocats, est-ce qu'on a des dates? Est-ce qu'on a de prochaines étapes pour nous permettre également de suivre? Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je crois pouvoir dire que la mission d'un ambassadeur ou d'une ambassadrice, c'est de représenter son État et non pas de conseiller un autre État sur les options judiciaires à entreprendre. Nous avions tous suivi cette déclaration de Madame l'ambassadrice de la Belgique, mais je ne sais pas sur quelle base elle a pu émettre un tel conseil, parce qu'il y a des spécialistes du droit international dans notre pays qui sont en train d'analyser toutes les possibilités possibles, toutes les possibilités éventuelles pour venir au bout de l'entreprise belliqueuse du Rwanda sur les territoires de la République démocratique du Congo. Alors, à ce stade ici, je ne pourrais pas vous dire s'il y a une action ou non, mais en tout cas, comme mon confrère William l'a dit, s'il y avait une action, vous l'auriez su. Mais est-ce qu'il y en aura ou il n'y en aura pas? Il faudra attendre le moment opportun, nous reviendrons. Par rapport à l'Ouganda, c'est une autre manche parce qu'il n'y a pas assez longtemps,
Et la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à verser des indemnités en faveur des victimes de son invasion, de son agression, de son occupation du territoire de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, nous sommes d'abord préoccupés à gérer justement les recouvrements de ces indemnités, tout en analysant froidement, techniquement, objectivement la situation, et on fera des rapports au moment opportun acquis des droits et pour décider des actions judiciaires éventuelles ou non à entreprendre. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Alors, le dossier de l'Ouganda que vous avez piloté? Oui, je dois dire modestement que j'ai été les responsables ou les coordonnateurs de l'équipe des avocats et conseils qui ont représenté la République démocratique du Congo devant la Cour internationale de justice dans l'affaire l'ayant opposée contre l'Ouganda et à l'issue de laquelle l'Ouganda a été condamné à verser des indemnités aux victimes ou à la République démocratique du Congo. Donc, je connais bien comment opère l'Ouganda et ça ne devrait pas nous faire peur. Merci. Alors, les avocats, un petit commentaire sur la question qui a été posée? Oui, absolument. Merci pour la question. Merci, Monsieur le Ministre. En ce qui concerne les étapes qui vont suivre, je vais me permettre, avec mon confrère ici, d'invoquer le secret professionnel. Pour l'instant, nous sommes en pleine consultation avec les membres de la task force. Nous avons eu des réunions de travail ici à Kinshasa cette semaine. Il y en a d'autres aujourd'hui, demain. Nous nous sommes entretenus avec le chef de l'État hier soir, longuement, avec les membres de la task force présents. Nous allons cet après-midi nous entretenir également avec la Première ministre et 10 ministres. Nous reprendrons avec les experts. Nous avons aussi des équipes à l'étranger parce que les questions impliquent aussi des questions de droit français, européen, américain. Donc pour l'instant, nous n'allons pas parler des options et des étapes qui suivront les options choisies ces jours-ci. Mais nous sommes ici pour prendre des instructions. Oui, peut-être. On n'a pas d'obsession, nous, contre Apple. Apple s'est imposé parce que c'est une entreprise emblématique, l'entreprise la plus puissante du monde. Mais il y a une playlist là qu'on est en train de faire. Et en même temps qu'on est en train de structurer les initiatives judiciaires contre Apple, on développe les futures actions contre d'autres cibles. Et des cibles, pas simplement américaines, mais qui seront d'autres continents, et de tous les continents. Parce que nous pensons que la crédibilité de notre action suppose qu'on soit œcuménique, et qu'on n'épargne personne. Voilà. Mais de toute façon, le président de la République a dit au président Kagame, nous étions à Addis Abeba, qu'il avait reconnu lui-même à la télévision que c'était un État receleur et qu'il y a d'autres États, d'autres implications. Et donc le travail que vous faites sera aussi de déminer tout ça pour arriver à ressortir la vérité. Alors je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. On va essayer de faire rapidement pour terminer dans les 20 minutes qui nous restent. Israël Moutala, et puis ce sera Moussé Mediaoui, Élisée Odia, et puis M. Dialé. On va terminer par M. Innocent Lenga. S'il vous plaît, Israël Moutala. Merci, M. le ministre, pour la parole. Deux petites questions. La première, est-ce qu'une action contre l'Union européenne est-elle aussi envisagée? Parce qu'elle a signé un accord d'approvisionnement avec le Rwanda, qui, l'on sait, est un État voyou et sanguinaire qui pille la RDC. La deuxième question, c'est que je me pose la question de savoir pourquoi Apple risque-t-il sa réputation en achetant les minerais au Rwanda et ne les achète-t-il pas? Pourquoi ne les achète-t-il pas directement à la RDC? Voilà mes deux petites préoccupations. Voilà, les avocats. Si je peux me permettre, je commence avec la deuxième question. Ils ne peuvent pas acheter les minerais au Rwanda parce qu'ils n'ont pas. Il n'y a pas d'exploitation. Tout ce qui transite le Rwanda vient d'ici. Donc, ils ne pourront pas acheter de là-bas. Ils doivent changer leur politique d'achat et d'approvisionnement. C'est clair pour nous. Mais en fait, nous cherchons à responsabiliser la société Apple et les choix qui vont suivre les actions qui sont en cours seront les choix de Apple. Nous ne pouvons pas dicter les choix industriels de la compagnie.
Oui, allez-y. Sur l'Union européenne. Oui, sur l'Union européenne. Alors évidemment, vous faites allusion au mémorandum qui a été signé en février 2024. On y travaille, évidemment. On a dit qu'on n'épargnait personne. Et en disant ça, je ne suis pas en train de dire qu'on va judiciariser une action contre l'Union européenne, d'ailleurs, qui serait un fantasme absolu, puisque c'est une institution qui bénéficie d'une immunité liée à son statut et qui rendrait toute procédure vaine. Mais ce qui rend responsable un certain nombre d'acteurs, heureusement, ce n'est pas simplement l'arme du droit. Ça peut être toute une série d'autres initiatives, d'autres instruments. Et donc, on est en train d'examiner de façon très aiguë, très attentive cette question. On sait que c'est une préoccupation importante ici pour les responsables de ce pays. Voilà, jusqu'à quel point les négociateurs à l'origine de la signature de ce mémorandum ont bien pris la mesure de ce qu'ils signaient, de la capacité des acteurs de Rwanda à souscrire un certain nombre d'obligations. C'est une question qui est sur la table. Voilà. Michel Moussemedia, oui. Merci beaucoup pour la parole. Je commencerai par la réponse de Apple qui nous a découragés parce qu'on pensait qu'en venant ici, vous alliez nous dire, voilà, ils ont accepté, ils ont réceptionné le courrier, ils ont dit qu'ils allaient changer, ne fût-ce que par une promesse. C'est plutôt une réponse, on a l'impression que c'est l'intelligence, comment on appelle, artificielle qui vous a répondu, etc. Ça, c'était une parenthèse pour commencer. Alors, je voudrais continuer en disant que les multinationales, c'est des monstres à plusieurs têtes. Vous pouvez déposer une plainte contre Apple aux États-Unis ou en France, et vous arrivez là-bas, à un moment donné, on vous dit non, ça n'existe plus ici, c'est une petite représentation. Apple a déjà été racheté par la Chine ou par, vous voyez, toutes les puissances de l'Asie actuellement, ce qui fait qu'il faut identifier les différentes têtes de ces multinationales. C'est vraiment des monstres à plusieurs têtes. Moi, je pense que la tête la plus facile à identifier, à localiser, c'est ce que Faustin a dit, c'est le Rwanda. Tout passe par le Rwanda. Moi, je pense qu'il faut agir sur ce terrain-là pour empêcher les autres de venir s'approvisionner là-bas. Autrement dit, on va continuer à jouer avec nous comme on joue un ballon de ping-pong, etc., etc. La tête qui est identifiée, qui est localisable, c'est au niveau du Rwanda. Les autres, c'est des monstres. Et je ne vois pas un gouvernement pouvoir condamner une grosse entreprise comme Apple. De toute évidence, nous sommes dans plusieurs actions, parce que vous avez parlé du Rwanda qui est l'État receleur. Il y a toute une dynamique d'action qui est engagée. Mais il faut savoir que dans la première mise en demeure qui a été faite, Apple, même s'ils répondent tels qu'ils ont répondu, ils ont été secoués. Mais comptez sur nous, parce que l'action ne concerne pas qu'Apple. Et donc, toutes les entreprises qui se savent être approvisionnées via les Rwandais, comme le président reseller Kagame lui-même l'a reconnu, à un moment ou à un autre seront touchés. Et donc, il y aura forcément, au-delà du travail qui se fera devant les cours et tribunaux, il y aura forcément à leur niveau un travail éthique et des responsabilités dont a parlé Maître Bourdon tout à l'heure. N'est-ce pas, Maître Bourdon? Absolument. Et donc, il faut considérer que toutes les pistes sont engagées et nous allons être sûrs que nous avons touché. Parce que tout à l'heure, nous discutions, peut-être que le prof Mingashang peut nous dire davantage, parce que nous avons saisi notamment l'EAC dans un dossier contre le Rwanda. Il y a des processus, des certifications de la CIRGL qui sont établis dans la sous-région qui ne sont pas du tout respectés. Donc, comme il y a des processus qui sont engagés, y compris au niveau régional, où nous allons nous assurer que le droit soit dit et ce sera dit en notre faveur. Alors, Madame Élisée Odia, s'il vous plaît. Élisée Odia, alors, on n'aura pas d'effet d'annonce aujourd'hui. Le 24 avril, qu'est-ce qui nous permet, par exemple, d'espérer que cette démarche
que vous venez d'enclencher depuis le 24 avril, donc avec la publication de ce rapport, n'est pas juste un coup de com' ou un coup de bluff. Et puis à la fin, le taux de chance de la réussite de cette démarche, d'autant plus que là, vous attaquez à une sorte de mastodonte. Est-ce que vous estimez à combien le taux de pourcentage d'aboutissement de cette démarche que vous venez d'enclencher? Peut-être la dernière question, ce sera, est-ce que cette démarche, peut-être au gouvernement, cette démarche est conditionnée avec l'autre démarche sur le plan politique? Par exemple, si on arrivait à relancer le dialogue, le processus de Nairobi ou de Luanda, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on puisse mettre fin à des démarches que vous venez de citer entre Apple ou entre le Paul Kagame et consort? Pas du tout, parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous avions un front militaire, un front diplomatique. Ici, nous sommes sur des questions qui sont liées au judiciaire, à l'économique et au médiatique. Quoi qu'il en soit, pour tous les crimes commis en République démocratique du Congo, le professeur vous a dit tout à l'heure, on a obtenu la condamnation de l'Ouganda. Pour ce qui s'était passé à Kisangani, nous allons continuer pour obtenir la réparation pour nos populations. Alors, Maître Bourdon, je pense que c'est une question intéressante pour vous. Est-ce que les mastodontes peuvent plier sous le poids de notre action? Alors, j'ai une conscience très aiguë de la symétrie, du rapport asymétrique que les entreprises multinationales ont imposé au monde, aux États et aux citoyens. Et je crois qu'une des conditions de l'efficacité de l'action que je mène et qu'on mène, moi malheureusement depuis plus longtemps que toi, mes cheveux blancs parlent pour moi, mais donc depuis presque 40 ans, c'est l'humilité. L'humilité et en même temps la détermination et un très haut niveau de professionnalisme. C'est pour ça que mon cabinet, avec d'autres, on n'est pas les seuls, on a pu imaginer, structurer des procédures sur lesquelles au début personne ne misait un copec. Quand j'ai lancé il y a 12-13 ans la saga judiciaire des biens mal acquis, on m'a dit « Bourdon, c'est un coup de com'. » Vous avez vu le résultat. Et par ailleurs, je déteste les coups de com'. Je pense que ça serait une double trahison et de mon serment et du mandat qui nous a été confié par les autorités de RDC. Donc il faudra un niveau de cynisme incroyable pour imaginer qu'on vienne ici en se disant on a fait notre coup de com' et on va rentrer, mais ça laisserait une tache indélébile sur notre robe et notre réputation. Non, on va agir et on va agir de façon très pugnace, très offensive. À la culture du cynisme et de l'impunité, il faut répondre par une très forte détermination. Et il faut agir, si possible, à coup sûr. Alors, quel est le taux de chance de probabilité de succès de notre affaire? C'est la pire question qu'il faut poser à un avocat. C'est la question à laquelle nous détestons répondre. Ce que je peux dire, c'est qu'on va faire en sorte d'optimiser les chances de succès au seuil le plus élevé possible de cette procédure, à la mesure de notre responsabilité, à la mesure des attentes très fortes qui sont sur nous. Voilà. Voilà, on va prendre la question de monsieur et on terminera par madame L. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La question sur la Convention de l'Union européenne étant déjà posée, je vais revenir sur la deuxième. Vous allez m'arrêter. C'est une question pour moi qui relève de la procédure et du prisme collectif. Tout à l'heure, vous avez parlé de ne pas vouloir les effets d'annonce. Mais est-ce que le fait d'amorcer cette démarche contre Apple ne risque pas de donner du temps aux autres qui profitent de ce minerai, de pouvoir trouver des dispositions, pourquoi pas modifier leur politique d'approvisionnement? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une approche dissuasive? Ça, c'est à mon sens. Arrêtez-moi si vous pensez que je me trompe. Merci. Voilà, maître, allez-y. Non, mais si l'annonce d'un risque judiciaire sur une entreprise fait que discrètement d'autres entreprises modifient leur comportement et vont vers des comportements plus éthiques, moi je m'en réjouis. C'est un résultat en creux. C'est un résultat qui n'est pas quantifiable, c'est un résultat qu'on ne peut pas voir. Mais ça arrive. J'ai fait l'expérience de procédures qui ont conduit à modifier
la politique d'approvisionnement de certaines entreprises, mais en général, elles ne le disent pas, elles ne crient pas sur les toits. Elles ne crient pas sur les toits parce que ça serait une forme de reconnaissance de responsabilité. Donc c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que les enjeux financiers et industriels sont tels qu'on voit mal que tout d'un coup, par une espèce de grâce du Saint-Esprit, tout d'un coup, d'une espèce de vertu qui tomberait du ciel, ces grands groupes changeraient comme ça brutalement de politique d'approvisionnement, compte tenu encore une fois des enjeux qui sont sur la table. Que peut-être certains vont se montrer plus précautionneux, se mettre un peu plus à l'abri, ou rendre l'accès aux preuves plus difficile, ça évidemment il faut l'anticiper, vous avez raison. Je pense justement, je ne suis pas sûr qu'on peut faire sans les ressources qu'il y a en République démocratique du Congo, parce qu'il me semble que quand même nous sommes les grandes réserves mondiales en termes de ces ressources. Donc quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre, ils seront bien obligés de repasser par ici. Alors on va terminer avec Madame Gaëlle. Gaëlle Kibungu. Monsieur Innocent. Ah d'accord. Gaëlle Kibungu pour le compte d'Univers Télévision. Alors vous interviendrez juste après, comme ça on est sûr de couvrir. Alors je voudrais parler moi de... C'est bien. Pour condamnation, déjà, on aura fait un grand pas. Et après, il faudra la réparation. J'entendais déjà un confrère derrière chuchoter pour l'Ouganda. C'était des miettes. Est-ce que, dans une logique d'anticipation, j'aimerais bien, j'entrevois déjà la fin du procès, la fin heureuse. Tout le monde l'espère comme ça pour la RDC. Mais est-ce que les réparations seront à la hauteur, à la dimension du dégât ? Le génocide, il est important. Il y a des vies qui sont parties. Il y a le gap financier qui s'est creusé. Est-ce qu'on va obtenir, c'est bien d'obtenir la condamnation, mais est-ce que la réparation sera à la hauteur de notre douleur? Merci. Professeur, vous allez répondre à la question. Innocent Alenga, allez-y alors, parce qu'on termine avec vous. Merci beaucoup pour la parole. Innocent Alenga pour scooprdc.net. Votre action, elle est juridique, judiciaire, mais en même temps, c'est aussi un lobbying en faveur de la RDC. Un lobbying dans le sens que vous demandez à tout utilisateur d'un téléphone Apple de savoir qu'il y a 10 ans dans son téléphone. Dans votre action, pensez-vous associer aussi les ONG des droits de l'homme, notamment Human Rights Watch ou bien Global, pour vous aider à faire comprendre à l'opinion américaine et française que les téléphones qu'ils utilisent, il y a 10 ans là-dedans. Merci. Voilà, on va revenir avec les avocats. Alors, professeur Mingashang. Oui, madame la journaliste, vous avez raison. D'abord, deux choses. C'est qu'en ce qui concerne les réparations versées par l'Ouganda, on s'en est satisfait sur un plan moral et psychologique, mais matériellement, ça n'était pas à la hauteur des attentes. Il y a eu beaucoup de facteurs. Le procès a pris beaucoup de temps. Et la complexité même de la démarche, les temps écoulés en ce qui concerne la conservation et la mobilisation des éléments de preuve sont autant de facteurs qui ont rendu la procédure particulièrement très, très compliquée. Nous en sommes quand même arrivés là où nous en étions. Un tien vaut mieux que des tilauras. Et donc, je dois dire honnêtement que ce n'était pas à cela que nous attendons. Pour référence, nous avions au départ estimé à solliciter des indemnisations allant autour de 24 milliards de dollars. Nous avons revu nos conclusions à 11 milliards, ce qui était tout à fait raisonnable. Mais le problème, c'est qu'il fallait réunir les preuves. Et beaucoup de facteurs ont empêché à la République démocratique du Congo de pouvoir mobiliser ces preuves, notamment les temps écoulés. C'était un procès qui intervenait 15-17 ans après que les actes criminels aient été perpétrés. L'identification, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. De la même manière également pour les procès à venir, il y a deux étapes. Pour l'instant, nous sommes d'abord au niveau de la constatation de la responsabilité pénale ou civile, je ne sais pas, on en dira. Mais après, il y a effectivement la phase de réparation. Cette phase exige également la démonstration du lien de cause, de causalité, l'établissement des dommages, mais surtout les preuves. Et je ne peux pas vous dire que ça va être
une mince affaire. C'est tout un procès très, très, très complexe qui demande une mobilisation de beaucoup de ressources. Maintenant, la chance que nous avons, c'est que le gouvernement est particulièrement impliqué dans cette démarche, plus qu'avant. Ce n'est pas pour rien que le président de la République nous reçoit de temps à autre pour s'enquérir et donner des instructions. Et tout à l'heure, nous allons être reçus par Madame la Première ministre avec un ensemble de ministres pour coordonner, préparer, anticiper. Maintenant, et je vais terminer en paraphrasant mon confrère William, c'est que c'est un fantasme pour tout avocat de prédire l'issue d'un procès. Nous travaillons, nous allons mettre en œuvre des moyens, nous allons nous consacrer. Après, on verra et ça ne va pas intervenir dans 2 ans, surtout pour ce qui est des réparations. Il faut compter avec beaucoup d'années et par après. Mais je profite également de l'occasion pour répondre à une question qui a été posée de l'autre côté, quant à savoir si la dynamique politique peut influer sur les procédures enclenchées, notamment si jamais le processus, les accords de Nairobi et autres processus de Nairobi reprenaient, ou toute autre initiative de caractère politique. J'ai dit non, pour la simple raison que les actes qui sont perpétrés par les Rwandais notamment sont constitutifs de crimes internationaux. Et parmi les crimes les plus graves, l'agression, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, mais éventuellement des actes à caractère génocidaire. Ces crimes sont imprescriptibles. On peut les poursuivre 10 ans, 15, 20 ans après, et même 100 ans, ces crimes sont imprescriptibles. Mais pour que cela ne donne pas l'idée, l'impression que nous sommes en train de fantasmer, il y a un exemple beaucoup plus concret. Lorsque, au mois d'août de l'année 2021, l'équipe des avocats et conseils de la RDC est en route pour la Haye afin d'aller assister aux audiences de plaidoirie, une délégation ougandaise se retrouve au Palais de la Nation pour rencontrer les chefs de l'État afin de pouvoir négocier, parce qu'à ce moment-là, il y a un début de réchauffement diplomatique, une coopération notamment sur le rétablissement des infrastructures routières, tout un certain nombre de choses qui présageaient de bons augures pour les relations diplomatiques. Je dois vous dire très humblement et très modestement que le chef de l'État n'a eu d'autre réflexe que de demander l'avis des experts sur la question. Et c'est moi, par un concours de circonstances, qui me retrouvais à l'aéroport, à qui il revenait de répondre si oui ou non on devait arrêter la procédure et ne pas plaider. L'avis des avocats et conseils était unanime, on va plaider. Ça n'entame en rien les relations diplomatiques, les relations de coopération qui peuvent avoir entre la RDC et l'Ouganda. Ça, c'est une procédure judiciaire qui concerne non pas que les gouvernants actuels, mais les victimes de plusieurs années passées et donc toute la population. La parole du chef de l'État était claire parce que les avocats ont dit ça, il faut y aller. Et la délégation ougandaise est rentrée, nous sommes partis, nous avons plaidé, il y a eu condamnation. Et donc, pour vous dire que je ne vois pas pourquoi dans l'avenir, les choses pourraient être différentes. Je vous en remercie. Alors, professeur, une petite chose, peut-être qu'il faut arriver à rassurer les Congolais que pour chaque crime commis sur le territoire de la RDC, vous prenez les soins de les documenter, absolument, de mettre au froid les preuves pour être sûr que devant les juridictions, nous ne manquons pas d'éléments. Nous travaillons au sein de la task force. Il y a des cellules de collecte des données qui n'ont pour mission que de recenser, d'inventorier, d'archiver l'ensemble d'éléments de preuve parce que nous partons de l'expérience. La particularité, c'est qu'à quelque chose malheur est bon. Lorsque le Congo est agressé dans les années 1999-98, et que le Congo initie des démarches envers les juridictions internationales, nous n'avons pas tout à fait d'expérience. Nos aînés à l'époque, les professeurs de droit international, qui étaient par ailleurs nos enseignants, se débrouillaient sur l'État. Et donc, il fallait faire les tout à la hâte. Mais après, nous avons subi des revers, nous avons tiré des leçons et maintenant, nous avons développé une grande expérience. Bon, une expérience relativement suffisante de la manière dont opèrent les juridictions internationales, de la manière dont il faut mobiliser, concevoir les preuves. Et nous savons anticiper quel type de discours un adversaire peut développer, peut tenir devant une juridiction internationale dans un cas d'espèce donnée. Et nous nous préparons en conséquence. Donc, ce que M. le ministre dit est tout à fait exact. Au jour le jour, que ce soit les éléments de preuve qui circulent sur les réseaux sociaux, qui circulent dans les canaux diplomatiques, qui circulent de n'importe quelle manière. Il y a des structures qui sont essentiellement consacrées à mobiliser, à documenter. Mais je ne peux pas vous dire que c'est tout à fait parfait parce que les conditions dans lesquelles la barbarie se perpètre sur le territoire du Congo sont parfois
déstructuré. Lorsqu'on arrive à bombarder et puis à faire disparaître les preuves, c'est parfois difficile, mais au moins, il y a une organisation systématique dans ce sens pour cette fin. Pour vous donner un exemple, avant que je ne passe la parole aux avocats, on a décalé l'enterrement de compatriotes qui ont été fauchés par le bombardement rwandais sur le camp de Mugunga, parce qu'il fallait que des médecins légistes qui viennent d'ici prennent le temps de travailler sur les différents corps qui sont décédés du fait des débris de cette bombe rwandaise sur les camps. Et donc ça, c'est constitutif justement des éléments de preuve à présenter devant les juridictions internationales parce qu'ils en ont besoin pour arriver à établir la responsabilité, la culpabilité de ces criminels. Alors je me tourne de votre côté pour la réponse aux questions de M. Innocent Olenga. Merci, Monsieur le ministre. C'est une question très importante. Vous avez totalement raison. Il faut travailler avec les ONG. Nous le faisons déjà. Dans la rédaction du rapport Minerai de sang, nous avons travaillé pendant plusieurs mois avec des experts qui sont de plusieurs ONG dans plusieurs pays. Nous allons rencontrer demain ici des ONG et des membres de la société civile de la RDC. Et nous avons eu aussi, après la publication du rapport, beaucoup de contacts, prises de contact d'ONG avec lesquelles nous n'avons pas travaillé dans le passé, qui souhaitent travailler avec nous, partager des informations avec nous, suivre et soutenir nos actions. Donc c'est une question très importante. Vous avez tout à fait raison. C'est très important de s'engager en tant qu'avocat conseil avec les ONG. Nous le faisons. Alors, Maître William ? Oui, juste un mot pour dire, évidemment que les ONG sont des partenaires naturels de ce type d'action. Ils peuvent contribuer à la manifestation de la vérité. Ils peuvent aussi être co-plaignants dans certaines circonstances, devant certaines juridictions. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis si celui qui est le chef suprême d'Apple un jour se dit, mais au fond, il faudrait ouvrir une discussion, une négociation. Ce qui est arrivé par le passé, mais ce qui implique évidemment d'être assez visionnaire et assez courageux et d'avoir une conscience du fait que l'intérêt de l'entreprise, c'est aussi de s'inscrire dans le long terme, alors que l'ADN d'une entreprise, c'est plutôt le court terme. Mais si il y avait le global manager d'Apple ou d'autres compagnies souhaitait rentrer dans une logique de négociation pour mettre un terme à cette situation tragique et éventuellement entrer dans une logique d'indemnisation des préjudices subis, là, les ONG peuvent avoir une place absolument décisive parce que ce sont eux les mandataires des populations concernées, ce sont eux qui sont les porte-parole des victimes naturelles, aux côtés, bien entendu, de l'État. Donc, notre vigilance devra être grande qu'ils aient, dans cette hypothèse qui, pour l'instant, n'est que théorique, toute leur place. Alors, on va terminer cet exercice. Je ne sais pas s'il y a un petit commentaire, mais aujourd'hui, nous avons voulu vous faire le point d'une action qui est partie de l'étranger. C'était une action surprise, parce que la surprise est un des éléments dans ce qui s'est fait ici. Mais on a profité du passage de nos avocats ici pour faire le point avec les médias de l'évolution du dossier depuis justement cette action qui avait été lancée le 25 avril. Vous avez compris qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être dites pour le moment parce que c'est des choses qui sont encore en train de couver. C'est une action qui sera sûrement longue parce qu'il ne s'agit pas seulement, comme l'a dit Maître Bourdon tout à l'heure, de faire focus sur une entreprise qui s'appelle Apple. Il y a d'autres entreprises qui sont bénéficiaires des minerais qui sont produits illicitement, qui sont le fruit du sang, qui sont produits au prix du sang dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ici, nous avons donné un aperçu avec notamment le prof Ingashang du front judiciaire qui est piloté, comme les avocats vous ont dit, qu'ils ont rencontré le président de la République hier, par le président de la République lui-même. Donc, autant on est dans la diplomatie, dans les militaires, dans les judiciaires, dans l'économique et dans les médiatiques. Nous irons encore davantage sur le front médiatique. Vous avez suivi récemment le rapport fait par les journalistes dans le cadre des enquêtes de Forbidden Stories, qui ont apporté une part de lumière dans l'entreprise criminelle et des pillages du président rwandais. Nous savons qu'il y a une élection
parodie d'élection qui aura lieu en juillet dernier. Mais quoi qu'il en soit, nous, dans le cadre qui nous concerne, dans les cadres notamment de 30 ans, ça suffit, la série d'émissions que nous avons commencé, nous allons maintenir la vigilance et nous assurer que nous faisons comme gouvernement tout ce que nous devons faire pour ramener la paix dans l'Est de la RDC, mais aussi pour recouvrer nos intérêts qui ont été indûment perçus par ceux qui profitent justement du recel de nos minerais. Voilà, maître, je vous remercie. Vous êtes associé à cet exercice. J'espère que dès la discussion avec les journalistes, vous avez pu avoir la température des attentes des populations congolaises de l'action que vous avez engagée. Il faut considérer qu'à la suite du président de la République, tout le peuple congolais est très attentif sur ce qui se fait. Professeur, merci aussi. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir notamment sur les autres aspects du front judiciaire, parce qu'il est important que les Congolais puissent aussi s'inscrire dans ces dynamiques. Lorsque vous faites la collecte des éléments, des preuves ou des documentations, Jérôme Sekana peut aussi être utile, et c'est toujours bien que nous tous puissions concourir à la manifestation de la vérité. Merci, et donc on va se retrouver dans nos cadres habituels. Merci.